Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Le 6 février 1918, il y a donc exactement 100 ans aujourd'hui, mourait à Vienne l'un des peintres les plus emblématiques de la sécession autrichienne. Franck Ferrand nous raconte cet après-midi Gustav Klimt. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Serge Lega nous a rejoint pour évoquer cet après-midi le peintre des femmes fatales aux chevelures de liane et de linéaments, le maître fascinant de la feuille d'or, du semis de fleurs ou de motifs géométriques. Et nous irons aussi visiter avec Lorena Martin la Villa Klimt à Vienne. Et oui, et nous finirons l'émission par un retour aux origines. Nous verrons d'où vient la notion de monument historique. Joli programme. Allez, nous partons tout de suite pour Vienne et pour ses monuments historiques à elle. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. C'est une jolie maison cachée derrière un jardin à la végétation luxuriante dans un coin de campagne insoupçonné en plein cœur de la métropole viennoise. Un petit chemin de terre mène à la porte d'entrée sur laquelle est accrochée une pancarte. Inutile de frapper, on ne vous ouvrira pas. Ce lieu interdit n'est autre que l'atelier du peintre Gustav Klimt. L'artiste viennois y peint du lever du soleil à son coucher presque sans interruption. Pourtant, hormis quelques rares modèles, personne ne l'a jamais vu en action, pas même les gens qui lui sont proches, pas même ses amis. Alors que se passe-t-il derrière cette porte ? Que découvrirait-on si l'on avait le droit d'aller jeter un œil par le trou de la serrure ? Il faut d'abord imaginer la pièce inondée de lumière. Sur un immense chevalet, Klimt peint entouré de ses chats, tranquillement, en silence, en fredonnant parfois quelques leaders de Schubert. Il a presque perdu l'habitude de parler, il faut vous le dire. Il porte une espèce de grande robe de moine bleue. C'est sa blouse de peintre qui a été conçue par une amie, la styliste Émilie Fleug. Il a le haut du crâne légèrement dégarni, les cheveux broussailleux, la barbe fournie. À côté de lui, un grand lit recouvert d'une étoffe. C'est là qu'il fait poser ses modèles, de gracieuses jeunes filles dénudées. Qui sait quelle relation le peintre entretient avec elles ? On peut toujours s'imaginer toutes sortes de choses. Klimt est toujours resté extrêmement discret quant à ses relations intimes. Alors, qui est-il vraiment ? Cet homme timide, effacé, qui est en train de révolutionner l'histoire de l'art, je crois qu'on peut le dire. À 40 ans, Gustav Klimt est devenu un peintre recherché. Il fait partie des artistes phares de Vienne que les grands mécènes de l'époque, les industriels, les collectionneurs s'arrachent. À l'aube du XXe siècle, la capitale de l'Empire austro-hongrois est le théâtre d'un bouillonnement culturel, d'un bouillonnement intellectuel dont j'ai souvent eu ici l'occasion de vous parler. Nous avons fait déjà l'éloge de Stefan Zweig, évidemment de Freud, etc. Il n'y avait guère de ville en Europe où l'aspiration à la culture fut plus passionnée qu'à Vienne, écrira Stefan Zweig dans Le Monde d'hier, ce livre tellement pétri d'intense nostalgie. Tous les plus grands intellectuels, artistes se réunissent dans les cafés viennois, dans les salons des dames influentes. Il y a celui de Bertha Zuckerkandl, il y a Ida Konrad, Alma Mahler, bien entendu. On retrouve là Arthur Schnitzler, Robert Musil, Stefan Zweig, bien entendu, Richard Strauss et Gustav Mahler, et les Wittgenstein, et Joseph Hoffmann, bien sûr, Joseph Olbrich, Arnold Schoenberg, etc. L'avant-garde artistique viennoise est en train de mettre en place une véritable révolution, une révolution de la culture, et Klimt est sans doute l'acteur majeur de cette révolution. En 1897, c'est lui, Klimt, qui a pris la tête de la sécession viennoise, avec 19 autres artistes membres de la Künstlerhaus, la maison des artistes, la plus importante association d'artistes de Vienne. Il a décidé de rompre avec ce qu'il considérait comme un conformisme qui s'était immiscé à peu près partout. Il a créé l'association des artistes plasticiens d'Autriche, et on va bientôt les appeler les sécessionnistes, parce qu'ils s'inscrivent en rupture avec tout ce qui pouvait jusqu'alors exister. Parmi ces artistes, des designers, des
des architectes, alors donc Joseph Maria Olbrich, je vous l'ai dit, Joseph Hoffmann, qui va notamment dessiner ces meubles d'un tel futurisme qu'aujourd'hui encore ils nous paraissent futuristes, vous imaginez ça? Et puis des peintres comme Karl Moll, Koloman Moser. Ils ne supportent plus, tous ces gens-là, les normes académiques contraignantes de la maison des artistes, devenus, disent-ils, incapables de favoriser la liberté à laquelle tous aspirent. Ils veulent inventer des codes nouveaux. Ils veulent inventer leur propre langage. Alors il y a une revue qui dirige un petit peu tout ça, qui s'appelle Versacrum. C'est en quelque sorte la revue à laquelle s'accrochent tous ces artistes. Il y a un espace d'exposition qui est le palais de la Sécession, conçu par Olbrich, avec à l'entrée de l'édifice cette devise: à chaque époque son art, à l'art sa liberté. Le premier grand affront, si je puis dire, la première pierre jetée dans la mare d'une culture qui sommeillait un peu, a lieu en 1898 sous l'impulsion de Klimt. Les artistes dissidents organisent leur première grande expo. C'est Klimt qui a décidé l'affiche, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Sous les yeux d'Athéna, la déesse de la sagesse et des arts, on y voit Thésée terrassant le Minotaure, le symbole est fort. L'Athéna en question et le Thésée de circonstance sont, ai-je besoin de vous le dire, empreintes en quelque sorte à des canons esthétiques tout à fait nouveaux. Dans la salle principale de l'expo, on retrouve Athéna dans un tableau de Klimt aussi intrigant que dérangeant. La déesse est là en guerrière avec un grand casque doré, les yeux menaçants. Ce n'est pas une statue sortie de terre, ni une femme sortie de la vie, analyse un critique, c'est une apparition. C'est la matérialisation d'un esprit de défi créateur et d'instinct artistique souverain. Sur la cuirasse de cette déesse des arts est gravée la tête d'une gorgone méduse avec sa chevelure de serpent hérissé, son regard pétrifiant. Elle tire la langue au spectateur. Il s'agit d'une représentation certes traditionnelle de Méduse, mais cette fois, les défenseurs de l'académisme et du classicisme se sentent visés, bien entendu. C'est à eux qu'on tire la langue. L'ambiguïté n'est pas de mise. 2 ans plus tard, on était en 98, 2 ans plus tard en 1900, Klimt provoque un scandale bien plus retentissant. Quelques années plus tôt, la nouvelle université de Vienne lui a confié la réalisation des peintures de sa prestigieuse salle des fêtes, l'Aula Magna. Eh bien, Klimt illustre là les matières enseignées à l'université, la philosophie, la jurisprudence, la médecine. On attend de lui une peinture plutôt classique, à la gloire de la science ou de que sais-je. Eh bien, entre la date de commande, on était en 94, et la réalisation des peintures, 6 ans plus tard, la sécession s'est immiscée. Klimt va provoquer, avec les peintures théoriquement académiques qu'il est censé avoir livrées, un véritable tollé. Les universitaires s'indignent, et notamment devant l'un des tableaux, la philosophie, où Klimt a peint un visage qui surgit des étoiles, une femme qui fixe le spectateur de ses yeux sombres. Quel lien avec la philosophie? Qu'a voulu dire le peintre? Est-ce que c'est une provocation gratuite? Les professeurs de l'université vont jusqu'à lancer une pétition contre l'œuvre. Ils ne veulent pas qu'elle soit exposée. Klimt est traité de juif, évidemment. Il ne l'est pas, en l'occurrence, mais n'oubliez pas le climat général de l'époque. Œuvre après œuvre, la féminité prend une place de plus en plus importante chez le peintre. Inlassablement, Klimt cherche à explorer le mystère féminin, à appréhender l'essence même de la féminité qui l'obsède littéralement. Il choisit des modèles qui vont devenir des muses. Jusqu'où va-t-il aller dans l'exploration des fantasmes, dans l'exploration et dans l'exposition du désir, autant dire dans le bouleversement de toutes les normes? Jusqu'où Klimt ira-t-il dans son affront au classicisme? Un extrait de la symphonie numéro 9 de Mahler sur Europe 1. Restez bien avec nous, la suite de l'histoire du peintre Gustav Klimt, racontée par Franck Ferrand, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes à Vienne au tout début du XXe siècle. Le peintre Gustav Klimt a pris la tête de la sécession viennoise et remet en question un certain nombre de normes artistiques traditionnelles. Mais nous n'avons pas encore eu l'occasion d'évoquer sa jeunesse, Franck. Quelle est la formation de Klimt? Alors, c'est très important, vous avez raison, Carole, parce que au départ, c'est un peintre décorateur. Et vous savez qu'on parlera constamment de l'aspect décoratif de sa peinture. Certains le lui reprochent, bien entendu, ce qui n'est pas intégralement injustifié. Il a bel et bien été formé à l'école des arts décoratifs de Vienne. Et certains
certaines de ses toiles parmi les plus importantes n'arrivent pas, si j'ose dire, à se détacher de cette dimension décorative absolument essentielle chez lui. À 15 ans, il a ouvert avec son frère Ernst et son ami Franz Macht un atelier de décoration, justement, et ils ont été beaucoup sollicités, hein, ils ont fait des travaux d'embellissement. Il faut dire que c'est l'époque où on est en train de construire le Ring à Vienne, vous savez, avec tous ces grands hôtels particuliers extraordinaires. À 23 ans, il décroche, toujours avec ses deux associés, un gros contrat, puisqu'on fait appel à eux pour peindre les plafonds du Burgtheater, et rapidement, ils enchaînent avec un autre chantier, le Musée des Beaux-Arts de Vienne. Klimt va réaliser 13 magnifiques fresques avec des motifs de l'Égypte ancienne, l'Antiquité romaine. Alors, on n'est pas encore dans son style, hein, bien entendu, là, mais il y a déjà quelque chose, et c'est très frappant et très intéressant à voir d'ailleurs. Pour tout vous dire, par exemple, entre deux femmes en costume égyptien ou grec, il peint une jeune femme intrigante en robe imprimée à fleurs, qui a l'air complètement moderne et dont on se demande ce qu'elle vient faire là. Il y a déjà comme ça une espèce de surgissement du nouveau dans l'ancien. Et déjà, on perçoit donc dans ses œuvres un goût pour les forces de l'inconscient, pour des symboles plus ou moins généraux, pour les mystères de la sexualité qui littéralement imprègnent l'ensemble de l'œuvre de Klimt, qui du reste, au début des années 1900, multiplie les portraits de femmes. L'une de ses muses principales, c'est cette styliste dont je vous parlais tout à l'heure, Emilie Flöge. Ça fait plusieurs années que Klimt fréquente la jeune femme. Le peintre a été frappé par son charme, son élégance, cette espèce de mystère qui se dégage de sa personnalité. Il faut dire aussi qu'il a été assez frappé par la place qu'elle occupe dans la haute société viennoise. Ça peut aider dans ce qu'on appelle la Erste, la Zweite Gesellschaft, dans cette société de Vienne 1900. Flöge a créé sa propre maison de couture. Elle connaît un grand succès à Vienne. Alors, elle est la muse du peintre, on peut le dire. Est-ce qu'elle est sa maîtresse? Oui. Probablement, il n'y a pas de documents qui permettent de le prouver, mais je vous l'ai dit, hein, Klimt est très discret sur ses relations, et sa vie sentimentale est auréolée de mystère, mais ça paraît quand même très probable. On sait qu'il est de toute façon un grand séducteur. Il a eu pas moins de 15 enfants issus de toutes sortes de relations différentes. Ah oui, c'est quelqu'un qui vivait de façon moderne, on va dire. Oui, carrément. Moderne. Parmi ses muses, certains diraient carrément débauchées, hein, ça je vous laisse le soin de votre qualificatif. Parmi les muses, également la jeune Alma Schindler, la future Alma Mahler, bien entendu. C'est avec elle que Klimt, pour la première fois, se rend à Venise. Il va avoir une révélation en entrant dans la basilique Saint-Marc. Il tombe en admiration devant ces extraordinaires mosaïques à fond d'or. Et à partir de ce moment, il décide que l'or sera l'un des matériaux de ces tableaux. C'est l'or qui viendra illuminer ces tableaux. Sous son pinceau vont naître des portraits de femmes sublimes, brunes, rousses, au teint de nacre extraordinaire, entourés de motifs de symboles. Il y a là des serpents, des rectangles, des spirales, toutes sortes d'enroulements, des yeux, je vous disais, des linéaments quasiment parfois comme des tentacules, et on commence à surnommer Klimt le peintre de l'inconscient. Après tout, il œuvre à Vienne à l'époque où cet inconscient est en train de faire surface au bénéfice de l'humanité tout entière ou à son détriment. Là encore, à vous de voir. Il faut dire que les travaux de Freud n'ont pas manqué d'attirer l'attention du peintre. À quelques rues de là, dans son cabinet du 19 de la Berggasse, le docteur explore les zones d'ombre de l'inconscient, fantasmes, désirs, rêves, bien entendu. Elle vient de publier La science des rêves, et plus que jamais, en 1902, Klimt décide d'explorer les pulsions et les fantasmes, jusqu'au cauchemar s'il le faut. Il va signer une œuvre gigantesque et qui ne laisse personne indifférent, c'est la fameuse frise Beethoven. Cette année-là, les artistes de la Sécession ont organisé une grande exposition consacrée au compositeur allemand. Klimt y présente une fresque monumentale en 7 panneaux qui s'étale sur plus de 30 mètres de long, 30 mètres d'hommage, un drôle d'hommage à un drôle de compositeur, au grand Beethoven. On y voit une sorte de gorille complètement menaçant, à la bestialité effrayante, entourée d'une femme au ventre démesuré, d'une autre complètement tordue de douleur, une mère maquerelle, des forces maléfiques, quelques gorgones, il en faut toujours quelques-unes bien entendu, qui elles représentent la folie, la maladie, la mort ou encore la luxure. Dans le palais de la Sécession, Klimt est en train de poser les dernières touches de la frise. Il est là-haut, si je puis dire, perché sur son échafaudage, juste sous le plafond, lorsqu'un collectionneur très influent entre dans la pièce et s'exclame « C'est hideux !» Klimt avait entendu cette exclamation, raconte Félix Salten.
Il se retourna, s'élança jusqu'au bord de l'échafaudage et regarda de haut, de très haut, le comte qui s'enfuyait. À cet instant, Klimt était superbe. Dans ses yeux brillait encore le feu du travail, ses joues, le sang affleuré sans pourpraire, les cheveux et la barbe en bataille. Il regardait laconique s'éloigner, son détracteur, comme s'il avait eu un peu honte pour lui. Après un bref clin d'œil de connivence échangé avec ses collègues, il s'était tourné vers le mur, maniant le pinceau à nouveau enfermé dans son monde étrange, comme si cette espèce d'irruption, comme si l'intrus n'avait jamais existé. Les critiques seront plus virulentes que jamais sur la frise de Beethoven. De nouveau, Klimt crée un art que seules 3 personnes, un médecin et 2 gardes-malades, seraient en mesure d'apprécier, écrit un journaliste. Ça me fait toujours plaisir à le dire. Vienne, qui a battu les Turcs en 1683, sera cette fois-ci encore repoussée avec indignation cette nouvelle invasion de barbares, écrit un autre. Pourtant, Klimt ne cherche pas spécialement à choquer, c'est ça qu'il faut bien dire. Il est guidé, lui, par cette phrase de Schiller qu'il a inscrite sur l'un de ses tableaux, « Nuda veritas ». Si l'on ne peut, par ses actions et son art, plaire à tous, il faut choisir de plaire au petit nombre. Plaire à beaucoup n'est pas une solution. Plaire à beaucoup n'est pas une solution, pourtant, au fil des années, ses œuvres séduisent de plus en plus une certaine société éclairée, disons-le, toute cette haute société viennoise qui va s'enticher de Klimt. Bien sûr qu'il choque la morale bourgeoise, mais ça fait partie de ses charmes. Bien sûr qu'il dérange les normes académiques, mais c'est précisément ce qu'on attend de lui. Il séduit au cœur les amateurs d'art, les mécènes, les riches industriels qui lui passent des commandes toujours plus nombreuses. Et c'est l'une de ces commandes qui bientôt va donner naissance au plus grand chef-d'œuvre du peintre. Cet après-midi, Franck Ferrand évoque l'histoire d'un grand peintre de la Sécession, Gustav Klimt. Au cœur de l'histoire, c'est votre émission. Vous pouvez donc bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et à son invité Serge Legard. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et oui, nous sommes au cœur de l'histoire d'un grand peintre de la Sécession, Gustav Klimt, et c'est en l'occurrence une commande qui va faire de Klimt l'un des plus grands peintres de son temps. Oui, on est en 1907. Il est vraiment au sommet de son art et un industriel autrichien s'appelle Ferdinand Bloch-Bauer va commander au peintre un portrait de son épouse Adèle. Klimt va la peindre, cette belle Adèle, dans un décor surchargé d'or et de symboles. La silhouette délicate, le visage doux apparaissent, entourés d'ornements, de métaux précieux. Tout ça a l'air de se fondre, de se confondre, et le tableau restera sans doute comme un des plus célèbres de Klimt. Et 2 ans plus tard, il peint de nouveau un de ses tableaux restés parmi les plus connus, le fameux Baiser. Ça m'amusait, j'étais l'autre jour au Belvédère, lorsque nous avons fait d'ailleurs l'émission, nous avons fait une émission spéciale, vous savez, au cours de la croisière Europe 1 au cœur de l'histoire. Et je voyais la foule se précipiter, se masser devant ce Baiser, alors qu'il y a tant et tant de chefs-d'œuvre tout autour, mais les gens regardent que ça. C'est comme ça, que voulez-vous. Privilège de la célébrité, sans doute. Nous sommes donc là en 1909. Klimt est à l'apogée de sa période dorée. Sur une toile carrée, il représente donc ce couple enlacé, agenouillé sur un parterre de fleurs. Les habits dorés ne font plus qu'un avec tout ce parterre. Est-ce qu'Adèle, est-ce ce modèle Adèle que l'on voit enlacé par cet homme, et l'homme en question serait-il le peintre lui-même, à moins qu'il ne s'agisse d'Émilie Fleugue, ce qui nous rassurerait presque. Klimt, en tout cas, je vous l'ai dit, est au sommet de son art, ce qui n'arrange pas sa situation sociale, si je puis dire. Il est de plus en plus renfermé, solitaire, se tient à l'écart de tout et de tous, et d'ailleurs il ne désire pas être connu à travers ses œuvres. Dans un texte tapé à la machine à écrire, voilà ce qu'il écrit. Commentaire pour un autoportrait qui n'existe pas. C'est pas mal, ça. Je sais peindre et dessiner, je le crois, et même un certain nombre d'autres gens disent qu'ils le croient, mais je ne suis pas sûr que cela soit vrai. Il n'y a que 2 choses qui soient sûres. 1, il n'y a pas d'autoportrait de moi. Je ne m'intéresse pas à ma propre personne en tant que sujet de tableau. Je m'intéresse plutôt aux autres, surtout aux femmes, et plus encore à d'autres phénomènes, etc. Puis 2, je n'ai donc pas le sens de l'expression verbale ni écrite, surtout pas lorsque je dois m'exprimer sur moi-même ou sur mon travail.
le seul fait d'avoir à écrire une simple lettre me fait peur et m'angoisse comme le mal de mer. Est-ce qu'il serait en train de devenir asocial, notre Klimt? Le fait est qu'il accepte de moins en moins de commandes. Il est, je vous l'ai dit, reclus dans cet atelier à la porte duquel est affiché l'écriteau qui n'est pas très accueillant, il faut bien le dire. Il s'éloigne aussi peut-être de ce qui est en train d'apparaître comme une guerre en gestation. N'oubliez pas qu'on s'approche de la Première Guerre mondiale. Les bouleversements qui se préparent en Europe le déstabilisent probablement. De temps en temps, il se rend au bord du lac Attersee, le lac autrichien, en Haute-Autriche, qui est son lieu de villégiature préféré. Il y a également un atelier là-bas, bien sûr. Et lorsqu'il veut peindre des paysages, bien au lieu de sortir de son atelier, il se sert de jumelles de théâtre ou d'une longue vue pour trouver de nouveaux sujets. En 1916, à l'aide d'une lunette incroyablement moderne, il observe une église de l'autre côté du lac. Et bien, à travers la lunette, il a vu suffisamment de ce qu'il voulait voir. Il va la peindre comme ça. En janvier 18, il est de retour à Vienne et un matin, en se levant, en s'habillant, il est pris d'une attaque qui le paralyse complètement. On le voit s'écrouler au sol, alors on va le transporter dans une maison de repos, puis à l'hôpital. N'oubliez pas qu'on est encore en pleine Première Guerre mondiale. 2 jours plus tard, son atelier va être cambriolé. Il y a comme ça des moments synchronistiques, dirait un autre grand psychologue de l'époque, dirait le docteur Jung. Une grande partie des œuvres de Klimt est volée. Jusqu'au bout, c'est à Émilie Flöge qu'il pense. Et d'ailleurs, quand il s'éteint, il y a 100 ans, donc quasiment heure pour heure, le 6 février 1918, Klimt est donc dans sa chambre d'hôpital et il murmure, oh, il faut vraiment s'approcher pour entendre cette dernière phrase. Il faut qu'Émilie vienne. Bonjour Serge Lega. Bonjour Franck, bonjour Carole. Merci d'être de retour, j'allais dire pour une nouvelle année au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire d'un peintre qui est sans doute l'un des plus grands phénomènes de son temps. Il a connu le succès de son vivant, Klimt, ça il faut le souligner. Très grand succès et succès très précoce, puisqu'au fond le grand succès commence dès les commandes officielles dont vous avez parlé, le Burgtheater, le Kunsthistorisches Museum de Vienne. C'est-à-dire que ce sont des grandes commandes officielles. Et c'est là, vous l'avez aussi évoqué Franck, que l'on peut comprendre que Klimt n'est pas un révolutionnaire. On lui a donné, puisque la sécession, c'est un art qui doit se séparer d'une forme d'académisme, mais en fait, c'est pas du tout un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui sera un petit peu une sorte de révolutionnaire malgré lui. Il y a chez lui cette distanciation qui existe et qu'on peut d'ailleurs retrouver dans certaines de ses œuvres. Si le style c'est être différent des autres, si je puis dire, alors lui a un style extraordinaire. On reconnaît une toile de Klimt, en tout cas à partir de 1900 environ, de façon indubitable au tout premier coup d'œil. Au premier coup d'œil, il y a d'abord le sens de la ligne, ces volutes, ces spirales, ces spires qui sont là et qui sont toujours très présentes. C'est un art... On peut pas dire parfois un peu obsédant. Très obsédant. C'est un art bidimensionnel. Il y a un refus absolu de la profondeur. Il y a un refus des notions de l'espace traditionnel. On n'a pas de perspective, évidemment. D'où la période dorée, qui est sûrement la période la plus riche de la carrière, qui va de 1903 à 1909 à peu près, et qui est vraiment une des périodes où on est dans un art où la décoration touche presque à l'abstraction. Ça, c'est aussi une des choses passionnantes. De l'or, encore de l'or et des motifs un peu psychédéliques, tout ça va bien finir quand même par vous éblouir. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous nous intéressons cet après-midi à la vie de Gustav Klimt et pour en parler, Franck, nous sommes en compagnie du conférencier des musées nationaux, Serge Lega. Bonjour Serge. Bonjour Franck. Nous nous sommes dit bonjour tout à l'heure, mais j'essaie de faire un peu ma sécession à moi, si vous voulez. J'essaie de surprendre l'auditeur comme je peux. Bon, alors non, à mon avis c'est raté, mais j'ai fait une tentative. En 76, on voit notre jeune Klimt à l'époque entrer à l'école des arts décoratifs du musée royal et impérial autrichien d'art et d'industrie. Tout est dit. C'est d'abord un décorateur d'une certaine manière. Oui, et je dirais d'ailleurs que dans la sécession, la notion décorative est importante puisque
puisque les artistes de la sécession vont revendiquer ce qu'on appelle l'art total, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus des arts majeurs et des arts mineurs. Il est absolument logique qu'un artiste, qui soit peintre ou sculpteur, puisse également travailler pour les arts décoratifs. Donc le côté décoratif, c'est quelque chose qui est dans les gènes de Gustav Klimt dès sa formation et qui restera très très présent dans tout l'esprit de la sécession, d'où les Wiener Werkstatt, les ateliers viennois, qui seront ces ateliers très riches au niveau du potentiel. Et ce qui est très extraordinaire, je crois, chez Klimt, c'est que bien souvent, la volonté décorative chez certains peintres, et notamment chez les plus proches de l'académisme, cette volonté s'inscrit contre la force de l'œuvre. On a l'impression que chez Klimt, c'est ce motif décoratif qui, au contraire, donne de la force à l'œuvre. C'est très étonnant comme phénomène. C'est-à-dire que c'est tout en douceur que les choses se passent, même si les scandales, vous en avez parlé, sont présents, mais il y a une sorte d'évolution très claire. Et alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir les admirations de jeunesse de Klimt. Et par exemple, Klimt est complètement, mais un fanatique de Hans Makar. Et Makar, c'est quand même, dans l'image, le grand peintre officiel, le peintre académique, le peintre des grands décors officiels de Vienne et de l'Autriche de l'époque. Et Klimt est totalement fasciné par le travail de Makar. Alors pour les grandes commandes, celle du Burgtheater, celle du Kunsthistorisches Museum, pour toutes ces grandes commandes, il travaille avec ses associés, il faut le dire. C'est un petit groupe. Ce trio, voilà. En fait, c'est un trio. Il y a son frère, très très important, Ernst, qui est vraiment quelqu'un qui compte pour lui. Il y a Franz Matsch, qui est le troisième larron de ce trio. Et ce sont trois artistes qui créent déjà une compagnie d'artistes. Ça, c'est assez intéressant parce que ça annonce au fond, quelques années plus tôt, ce que sera l'idée de la sécession. Un groupe d'artistes, et il y a déjà ce trio de base. Au Burgtheater, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce qu'a peint Klimt est encore tout à fait classique. Mais très sage, c'est très sage. Oui. Et c'est même aussi ce que l'on trouve encore même dans l'escalier d'honneur du Kunsthistorisches Museum. Il faut vraiment regarder avec attention. Alors en plus, il y a la hauteur, parce que cet escalier est monumental. Mais quand on regarde, c'est seulement par des détails qu'on voit vraiment l'originalité de Klimt par rapport à tout ce que les autres ont pu faire. Une originalité qui commence à poindre et qui va exploser, si je puis dire, sur les murs de l'université. Ça n'était peut-être pas une très bonne idée d'aller justement choisir le bastion même du conservatisme pour aller... c'est le coup d'arrêt, j'allais dire, dans cette évolution plutôt douce qui se passe. C'est vraiment le moment qui est le moment du scandale. Et les trois œuvres représentant surtout la médecine et bien sûr, pas la toute dernière sera la jurisprudence, mais quand on a vraiment cette représentation de peintures qui, elles, vont provoquer, parce que là, on n'est pas du tout dans l'allégorie traditionnelle. On a des corps, on mélange le thème de la jeunesse et de la vieillesse. Ça sera un grand thème très obsessionnel chez Klimt. Et puis l'on a ces formes où il y a une sensualité, une sexualisation qui commence à apparaître. Et évidemment, Klimt sera très vite taxé de pornographie. Et là, finalement, c'est par les critiques qui lui sont adressées que va prendre conscience chez lui le sentiment d'être différent, d'être tout pont coupé avec ce qui s'était fait avant. D'où le mouvement sécessionniste. En fait, ça naît comme ça. C'est vraiment ça. C'est le moment où, au fond, il y a une prise de conscience. Mais c'est passionnant parce que c'est tout ce que vous évoquez de cette Vienne qui était la Vienne fin de siècle et qui va être celle du début du siècle suivant. C'est-à-dire un moment où tout bascule, où on se rend compte que l'on va faire ressortir des choses qui sont au plus profond de l'être humain, l'inconscient, etc. Et Klimt prend conscience justement par ses peintures qui sont pour l'université, et bien qu'au fond, là, il y a un art qui est un art qui n'est plus dans la tradition. Mais je ne pense pas trahir le personnage en disant qu'il n'était pas un homme social. Ce n'est pas un organisateur et tout. Comment se fait-il qu'il prenne la tête d'un mouvement qui va le dépasser forcément, en fait? Et parce que je pense qu'il y a l'œuvre qui s'impose. L'homme n'avait pas un charisme exceptionnel. Non. Effectivement, il devient de plus en plus... Alors, c'est assez hallucinant d'ailleurs, parce que physiquement parlant, c'était un fordéal. Il est charpenté, c'est un homme très carré, très puissant, mais par contre un tempérament très réservé. Donc il y avait une sorte de dichotomie évidente entre le physique et ce qu'il était véritablement, et puis un personnage qui aime les femmes, mais qui en même temps reste très secret. Donc tout ça montre un personnage qui correspond aussi parfaitement à l'esprit de cette Vienne fin d'époque. Il me semble, Serge, et vous qui êtes professeur d'histoire de l'art, vous êtes mieux placé que moi pour en juger, il me semble que Klimt est un bel exemple, un exemple même archétypal, ce qu'on appelle un cas d'école. C'est-à-dire que pour expliquer à des élèves l'influence d'un peintre et l'influence de sa vie, de sa biographie, de son milieu sur l'évolution de son art, on ne saurait mieux trouver. Par exemple, le voyage à Ravenne et à Venise, hop, il découvre la mosaïque byzantine. C'est vraiment un des plus grands chocs de sa vie. Venise et puis alors Ravenne en 1903, mais c'est la révélation totale. Ce sont d'abord les plus belles mosaïques
mosaïques à fond d'or Ça, que l'on c'est puisse fabuleux, voir. fabuleux. C'est quand même des Il y a décors. celle de Saint-Sauveur et Coras, Constantinople. qui Oui, sont pas mal. aussi, absolument. Mais qu'on voyait moins à l'époque. Oui. Ravenne, c'est la révélation totale. Et là, il prend conscience d'abord que l'on peut travailler sur des fonds qui sont des fonds totalement sans aucune représentation à part pour les mosaïques à Ravenne, l'hommage à Dieu, la couleur la plus précieuse. Lui va en faire un élément décoratif et constitutif de sa peinture. Et cette peinture, ce sont quelques œuvres phares que le monde entier reproduit, j'allais dire jusqu'à plus soif. Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Après avoir évoqué la vie du peintre Gustav Klimt, nous allons à présent nous pencher sur ses œuvres avec le professeur à l'Institut d'études supérieures des arts Serge Lega et avec vous Franck Ferrand. Alors, il faut aller au pavillon de la Sécession. On peut le décrire, Serge, peut-être, ce pavillon. C'est un pavillon absolument extraordinaire. C'est un bâtiment. Comme Alors un petit lui temple qui était tout carré, tout blanc. complètement, qui est une révolution, une sorte de cube blanc couronné par une coupole qui est une coupole de feuilles de laurier doré, qui doré est en or, enfin, doré à l'or, absolument, hein. mais qui est une merveille d'ailleurs très dispendieuse, puisque justement la coupole à elle seule coûtait une véritable fortune, qui était assez gratuite en tant que telle et qui était le lieu d'exposition de la Sécession. Donc c'était un lieu qui était créé pour être le bâtiment d'exposition du groupe d'artistes. Et parmi les chefs-d'œuvre réunis dans ce saint des saints, si je puis dire, la fameuse frise, bizarrement placée, quasiment en corniche, une grande frise. Je ne sais pas quelle est sa largeur, mais Elle fait 34 mètres de long. C'est et colossal. un bon mètre de largeur, Oh oui, c'est ça, au moins. Et donc c'est une frise théoriquement sur Beethoven. Je dis bien théoriquement parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a absolument tout. Alors en plus, C'est la Genèse version. C'est une sorte de condensé de tout l'esprit de Klimt dans les angoisses, dans les fascinations. L'idée, c'est un hommage à la 9e symphonie de Beethoven. Ça, c'est le thème. Mais je veux dire, il y a une telle liberté dans le traitement de ce qu'en fait Klimt qu'évidemment, c'est une sorte d'aspiration au bonheur. Le thème, c'est vraiment ça. C'est l'aspiration au bonheur, c'est dépasser les forces négatives. Beethoven revu et corrigé par Wagner, si je puis dire. Absolument. C'est vraiment une sorte de mélange entre musique, peinture, l'œuvre d'art totale. Alors là, on y est véritablement, puisqu'en plus, elle devait être là comme le point d'orgue de l'exposition 1902, où il y avait quand même 21 artistes. Ce qui est aussi assez extraordinaire, cette frise ne devait être présentée que pendant l'exposition. Donc, elle devait disparaître tout de suite après. Elle a été maintenue pendant un an, et puis la frise a disparu, et elle sera seulement achetée par l'État autrichien en 1973, restaurée, et maintenant elle est à demeure dans le pavillon, pas du tout d'ailleurs à l'endroit où elle était à l'origine. Elle est dans une salle qu'on a pratiquement conçue pour elle, mais qui n'était pas du tout la salle d'origine, et elle est là depuis 1986, à demeure dans ce pavillon, et c'est un enchantement à chaque fois. C'est un choc, plus qu'un enchantement, c'est un choc. Il y a notamment ce fameux gorille, comme dans le test du même nom, mais alors il est là, présent, très incroyable. Là, il représente justement tout ce que sont ces forces négatives, les forces hostiles. On est vraiment, il y a le géant Typhon, il y a tout ce que les dieux ne peuvent pas vaincre, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment la dureté de l'obstacle pour l'aspiration au bonheur, tout ce qu'on doit dépasser pour atteindre évidemment le bonheur. Et puis des femmes de tout genre, de l'obsession. Mais c'est d'ailleurs une chose merveilleuse chez Klimt. Il disait lui-même, vous l'avez cité, qu'il n'aimait pas l'autoportrait, mais il n'aime pas non plus l'image de l'homme. D'ailleurs, quand il le peut, il supprime. Oui. Mais il supprime totalement l'image de l'homme. C'est la femme. Et quand il peint l'homme est généralement de dos, de trois quarts, et c'est la femme que l'on voit. Il y a une obsession, il y a un culte, et notamment la poitrine féminine. Je pense à Judith là, par exemple. Ah, mais bien sûr. Alors, c'est là aussi où Klimt est merveilleux. Il reprend les grands thèmes traditionnels. La religion, Judith, la mythologie, Danaé. Mais alors le mythe... On a Salomé, mais on s'en moque totalement. Le mythe n'a plus aucune importance. Par exemple, Judith, qui est quand même ce qu'on appelle une femme forte de la Bible, elle devient une femme fatale. Elle devient la fascination féminine pour tout homme. Et elle est donc plus du tout le personnage biblique qu'elle est censée représenter. On se libère du thème. Vous comprenez la fascination universelle pour le baiser, qui est un peu devenue la Joconde viennoise, si je peux dire. Ça fait partie de ces œuvres iconiques. C'est vraiment une icône de l'art. On les voit sur tous les mugs, sur les t-shirts. Oui, on a même des torchons. Enfin, c'est toujours cette commercialisation de l'art qui est assez terrifiante. Mais ça montre aussi la force de l'œuvre. Et c'est vrai que là, on a quelque chose de quand même exceptionnel. Le tableau n'a pas usurpé sa célébrité, puisque l'on voit une fusion
absolument entre l'homme et la femme. Encore une fois, c'est la femme qui est la plus mise en valeur dans le couple. Il y a un côté très figé. Alors ça, c'est une des choses aussi. L'art de Klimt est un art très immobile. La notion du mouvement n'est pas vraiment une des recherches. On a des formes que sont les spirales, mais les corps sont des corps immobiles. Et puis, il y a cette sorte de fusion totale entre l'homme et la femme. C'est une sorte d'aspiration à cette communion que doit représenter l'acte sexuel. Et puis toujours une forme aussi d'enroulement sur soi qui n'est pas sans rappeler une forme d'ontogénèse, quelque chose, presque une gestation d'une certaine manière. Absolument. L'un des tableaux à ce niveau-là le plus évident pour moi, c'est la Danaé. La Danaé qui est aussi conservée à Vienne, où là on a carrément une Danaé qui est un cercle replié sur elle-même. Enfin, elle est levée sur elle-même et c'est vraiment une sorte de spirale et d'absolu de la forme. Pendant que les gens se précipitaient devant le baiser l'autre jour, je regardais un tout petit tableau sur un parchemin. Il est vraiment de taille très modeste. Il s'appelle Serpent d'eau numéro 1, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et ce sont deux femmes qui justement sont très discrètement, à peine effleurées comme ça sur le parchemin, avec des linéaments, des lianes d'une finesse infinie. C'est la quintessence même de l'art de Klimt. Avec aussi cette érotisation, parce que ce sont des amours saphiques. Mais voilà, mais ça c'est totalement. Mais alors ça aussi c'est un grand thème de l'époque. Mais ce thème des amours féminines est une grande fascination. Et c'est vrai qu'en plus ça permet de supprimer le personnage masculin qui n'intéresse pas Klimt, de montrer ces femmes qui se lovent les unes contre les autres. C'est cette fascination pour le corps de la femme. Il faisait aussi beaucoup de portraits de femmes, bien sûr. Et d'une façon, et d'ailleurs c'est une des choses qui lui apporte beaucoup d'argent, puisque entre autres la grande colonie, la grande société juive de Vienne, vous avez parlé de la famille Bloch-Bauer, il y a deux portraits d'Adèle Bloch-Bauer. Il y a la grande version dorée, mais il y avait une version plus sage qu'il avait peinte quelques années plus tôt. Et ces deux grands tableaux, d'ailleurs, que le musée du Belvédère a dû rendre à l'héritière de la famille, puisque ces tableaux ont dû quitter en tant que bien spoliés pendant la guerre les collections du Belvédère, sont évidemment parmi ces portraits magiques où là on a aussi une chose, on a la tête, on a les mains, et tout le reste, c'est une succession de formes géométriques, sans aucune notion là de volume, pas de perspective, de rien, absolument rien. C'est un décor qui est un décor purement géométrique et qui donne cette sorte de mélange entre symbolisme et abstraction. Ça, c'est aussi la clé, à mon avis, de l'œuvre de Klimt. Si vous cherchez où se trouve, j'allais dire, l'explosion qui fait passer l'art classique à l'art moderne, qui fait passer de l'un à l'autre, en tout cas, je pense que en voyant, en vous imprégnant de l'œuvre de Klimt, vous y serez, vous serez au cœur même de l'explosion. C'est extraordinaire parce que on peut dire que Klimt commence dans une peinture qui a encore des relents de pré-raphaélisme, puis on passe au symbolisme et il annonce une forme d'expressionnisme et une forme d'abstraction. C'est un résumé total de l'évolution de l'art. J'allais vous demander, Serge, où il faut se rendre pour voir des œuvres de Klimt, mais le mieux c'est encore de poser la question à Lorena Martin. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Renaud.fr. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dernière partie au cœur de l'histoire du peintre Klimt en votre compagnie, Franck Ferrand, et celle de Serge Legas, sans oublier celle de Lorena Martin. Nous partons à Vienne. Et oui, et nous allons donc sur les lieux, sur les traces, sur les pas de Gustav Klimt. Alors on a déjà parlé un peu du Burgtheater et du musée d'histoire de l'art, le Kunsthistorisches en fait. Oui, le pavillon de la Sécession aussi. Bien donc sûr, oui. le MAC, le musée autrichien des arts appliqués, art contemporain, le musée Léopold, l'Albertina aussi. L'Albertina, et passionnant endroit. Oui, et puis bien sûr le Belvédère, puisqu'il possède la plus grande et plus importante collection de tableaux de Klimt au monde, et on y voit notamment Le Baiser et Judith. Mais jusque-là, j'allais dire, on n'avait pas besoin de Lorena Martin, ça figure sur tous les guides. Voilà, vous nous emmenez carrément à la Villa Klimt. À la Villa Klimt, qui est située dans le 13e arrondissement de Vienne, à Jetzing. On est au numéro 11 de la rue Fellmühlgasse. C'est la villa que Klimt a louée et utilisée comme atelier de 1911 à sa mort en 1918. Et c'est là qu'il a peint une centaine d'œuvres de toiles et de dessins aussi. La Villa Klimt, c'est le seul lieu de travail authentique de Klimt à Vienne à avoir été conservé. Alors il faut bien le dire, la villa ne portait pas ce nom à l'époque, il ne ressemblait pas de l'extérieur à ce qu'elle est aujourd'hui, puisque à l'époque c'était une sorte de cottage de plein pied. Oui, c'était plus simple un en fait. seul niveau. Oui, voilà, oui. Et c'est le rez-de-chaussée de la villa actuelle qui a servi d'atelier à Gustav Klimt. Il y avait un jardin avec beaucoup d'arbres, de parterres fleuris multicolores, et vous l'avez dit, Klimt s'y sentait comme à la campagne et pourtant en pleine ville. Alors on va faire
faire des travaux sur cette villa bien après la mort de Klimt, Bien puisque lui après. meurt en 18 et pour cause. Nous Exactement. célébrons aujourd'hui encore une fois le 100e anniversaire de sa mort. Et c'est en 23 qu'on commence les En travaux. 23, le propriétaire a rénové et réaménagé la maison. Il l'a transformée en villa néo-baroque et elle est aujourd'hui ouverte au public. Il y a une exposition permanente qui met en scène l'atelier de Klimt. L'atelier au rez-de-chaussée a été reconstitué à l'identique dans le moindre détail, jusqu'aux couleurs et aux surfaces des murs. On a eu en fait les descriptions par photo de Moritz Nahr, qui est bien sûr le peintre, le Moritz célèbre Nahr, oui. Nahr, le photographe autrichien, ami des artistes de la Sécession. Et sur les murs, Klimt y avait mis des estampes japonaises, des peintures chinoises, des sculptures africaines, des masques de théâtre, de la porcelaine. Donc c'est un univers assez hétéroclite. Et dans le cadre de cette année anniversaire, la villa présentera une exposition à la Villa Klimt, donc qui s'intitule Klimt perdu, du 5 mai au 31 décembre. Et c'est une exposition sur les œuvres de Klimt qui ont été spoliées et disparues et l'histoire des collectionneurs coupables et victimes. On échappe rarement lorsqu'on est à Vienne à cette affaire d'œuvres de spoliation et pour cause. Ça a pris des proportions tellement phénoménales dans cette villa. Donc la villa Klimt elle-même va rouvrir là pour le 1er avril. Ça n'est pas exactement. Un poisson. Bon. Nous partons aussi peut-être pour New York. Je sais que vous vouliez dire un mot de ce qu'on peut voir de Klimt à New York, Serge Lega. Ah oui, il y a un endroit que je trouve assez extraordinaire, qui n'est pas encore assez connu, qui est la Neue Galerie. Alors on est vraiment au cœur de New York. On est dans le quartier des musées. On est entre le Guggenheim et le Metropolitan Museum of Art. Et c'est une galerie privée, qui a été créée par le fils d'Estée Lauder, la grande prêtresse des produits cosmétiques. C'est Ronald Lauder, qui en est toujours le directeur. Le musée a ouvert en 2001, très exactement le 16 novembre, et c'est un musée qui est complètement dévolu à la Vienne Sécession. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres que sont les ateliers viennois, il y a du Schiele, et il y a l'extraordinaire portrait d'Adèle Bloch-Bauer dont nous avons parlé, la deuxième version, la version dorée, qui a été acquise en juin 2006 par Ronald Lauder pour 3 fois rien. Pour 3 fois rien, 135 millions de dollars. C'était à l'époque le tableau le plus cher du monde. Ça a changé évidemment maintenant. Oui, d'autres comme Picasso et Léonard sont passés par là. Mais c'est vraiment un endroit exceptionnel à voir à New York, dans le quartier des musées. À l'angle de la 5e avenue sur la 5e et de la avenue, 86e rue. Merci beaucoup Serge et merci beaucoup Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors nous revenons aujourd'hui aux origines d'une expression, enfin pas une expression, d'une notion, celle de monument historique. C'est pendant la Révolution française déjà qu'une espèce de conscience patrimoniale est en train de voir le jour. On a beaucoup parlé d'Alexandre Lenoir. Vous savez qu'à une époque, je disais, à chaque fois qu'il était question d'Alexandre Lenoir, je disais il faudra qu'on consacre un jour une émission à Alexandre Lenoir. Ça y est, c'est fait. Vous devriez pouvoir la trouver dans nos archives. Ce qu'on appelle l'historicisme, le goût pour le passé est en train de se développer pendant toute la Restauration et sous la monarchie de Juillet. Alors là, c'est véritablement le début de l'histoire de la protection des monuments historiques à la demande de François Guizot, par ailleurs, vous savez, grand historien. On crée un poste d'inspecteur général des monuments historiques chargé d'assurer sur les lieux une sorte de protection. On veut vérifier l'importance des différents monuments, les classes, etc. On va nommer des inspecteurs généraux en la personne de Ludovic Vitet, qui est un jeune historien, et puis le plus célèbre de tous, ai-je même besoin de vous le citer, un écrivain archéologue de 31 ans à l'époque, on est en 1834, c'est Prosper Mérimée, bien entendu, qui va, dans ces années 1840, 50, etc., il le continuera pendant le Second Empire, on va établir les premières listes. La commission des monuments historiques en tant que telle est fondée en 1837, et la première loi sur les monuments historiques, c'est la loi du 30 mars 1887, 50 ans plus tard, avec toutes les dispositions qui fondent notre droit en matière patrimoniale, notion de classement au titre des monuments historiques, et ça devient un instrument extrêmement efficace de protection juridique. Enfin, la loi du 31 décembre 1913 sur la protection des monuments va servir, si vous voulez, en quelque sorte, de socle. Alors, il y aura en 62 la création par André Malraux de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, et puis plusieurs modifications en 2004, en 2007, etc. Je ne voulais quand même pas transformer cette émission d'histoire en émission juridique. Nous nous retrouvons demain, chère Carole. Absolument, à partir de 14h sur Europe 1.